Un berger allemand jaillit seul de la tempête de neige, boitant, le pelage collé de givre et de sang séché. Il n'aurait jamais dû être retrouvé. Il n'était pas censé revenir. Et pourtant, au cœur d'une forêt gelée, derrière un vieux pick-up calciné, 3 policiers gisaient, ligotés, inconscients, condamnés à mourir. Personne ne l'avait vu venir. Personne ne croyait qu'un chien errant puisse sauver qui que ce soit. Mais lui, il n'avait rien oublié. Pas leur odeur, pas ce que cela signifiait d'être sauvé autrefois. Et ce qui arriva ensuite va vous briser le cœur tout en ravivant votre foi en la seconde chance, même pour ceux que le monde avait déjà effacés. Avant qu'on commence, dis-moi, tu regardes cette vidéo depuis où? Laisse ton pays en commentaire. Et si toi aussi tu crois qu'aucune âme, humaine ou animale, ne mérite d'être abandonnée dans le froid, alors abonne-toi maintenant. Parce que cette histoire pourrait bien te réconcilier avec l'idée même du miracle. La neige n'avait cessé de tomber depuis 3 jours entiers dans les montagnes à l'est de Redwater, dans le Montana. Les pins ployaient sous le poids de la glace, et les seuls sons que l'on entendait étaient les gémissements des arbres secoués par le vent, et parfois le craquement sinistre d'une branche cédant sous le poids. La forêt ici était ancienne, intacte, oubliée. Un de ces endroits où les signaux satellites disparaissent comme des promesses non tenues, où même les randonneurs aguerris gardent des fusées de détresse à portée de main. Au cœur de ce bois reculé, au bord d'un ravin gelé, une colonne de fumée s'élevait. D'abord fine, puis noire, épaisse, grasse. À l'intérieur d'un vieux véhicule renversé, McDonovan reprit conscience bien avant que son esprit ne comprenne ce qui se passait. Tout était de travers. Sa tête tambourinait comme si quelqu'un l'avait fracassé contre un mur. Il avait du sang dans la bouche, un goût métallique et tiède. Il cligna une fois des yeux, puis une deuxième. Son regard peinait à faire la mise au point, perdu dans les reflets rouges et orangés qui dansaient sur les troncs d'arbres enneigés. L'odeur de l'essence mêlée au plastique fondu lui retourna l'estomac. Laisse un like si cette histoire t'a touché et partage ton avis dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville tu regardes. On reprend maintenant le cours de l'histoire. Mac avait 43 ans, sergent au commissariat de Redwater depuis plus de 18 ans. Un homme solide, marqué, bâti par les années passées à marcher plus qu'à parler, avec une barbe poivre et sel taillée court et des rides profondes autour des yeux. Des yeux qui avaient vu trop de choses. Depuis la mort de sa femme dans un accident de randonnée, cet hiver plutôt, quelque chose en lui s'était refermé. Il souriait moins, se méfiait davantage du bonheur. Mais son instinct de protection, lui, n'avait jamais vacillé. Ligoté, les poignets douloureusement liés dans son dos, Mac réalisa qu'il était dans la benne d'un pick-up, la portière arrière fermée. L'intérieur du véhicule était partiellement brûlé. À côté de lui, 2 silhouettes remuaient faiblement. La première voix qui grogna fut celle d'Elias Moreno, 35 ans, ex-marine reconverti dans les stupéfiants, arrivé du Nouveau-Mexique 2 hivers auparavant. Vif, athlétique, cinglant, avec une mâchoire tranchante et un regard noir qui ne laissait rien passer. Il cligna des yeux contre la fumée, le visage humide de sueur malgré l'air glacé. Ses mains étaient aussi attachées que celles de Mac. « Danny » râla Mac, la voix éraillée. « Tu tiens le coup ?» Danny Roscoe, le plus jeune des 3, venait à peine d'avoir 26 ans. Grand, élancé, visage encore juvénile, les cheveux blonds sable collés au front. Fraîchement sorti de l'académie, il croyait encore aux lignes claires entre le bien et le mal. C'était aussi le genre à se porter volontaire pour les gardes de Noël et à garder des friandises pour chiens dans sa voiture de patrouille. Quand il ouvrit enfin les yeux, ce fut la panique. « Qu'est-ce qui brûle ?» gémit-il. Mac tourna difficilement le cou. Le feu était dans le camion. Les flammes avaient gagné les sièges avant, mordant le plafond. La neige fondait autour, ralentissant à peine la progression du brasier. Le craquement du métal chauffé à blanc devenait sinistre. Ils tirèrent tous sur leurs liens, de vieilles cordes, rugueuses, détrempées, solides. Leurs jambes étaient libres, mais leurs bras entravés les rendaient impuissants. Elias frappa du pied contre la paroi. La dernière chose dont je me souviens, c'est cette caméra piège sur le sentier du randonneur disparu. Mac gronda. On nous attendait ? Et il ne voulait pas qu'on revienne. Dehors, le vent se faufilait entre les pins, soulevait des tourbillons de neige. Le silence devrait régner ici, mais quelque chose bougeait. Une ombre, basse, rapide, presque féline. Puis elle sortit de la fumée, un berger allemand massif, recouvert de cendres et de boue séchée,
une oreille légèrement repliée, une longue cicatrice sur le flanc gauche. Son pelage, autrefois sombre et lustré, était devenu un patchwork de noir, de brun et de givre. Ses yeux, d'un brun profond moucheté d'or, s'arrêtèrent sur les flammes, puis sur le camion, puis sur Mac. Ce chien, c'était Chase. 7 ans. Ancien K9 d'un comté voisin disparu pendant une opération qui avait mal tourné 2 ans auparavant. Lorsqu'un entrepôt s'était effondré lors d'un raid, on l'avait cru mort ou redevenu sauvage. Mais la vérité, c'est qu'il avait survécu. Ni tout à fait domestique, ni tout à fait sauvage. Il avait erré, fuyant les hommes, vivant d'instinct et de bribes d'entraînement. Mais certaines odeurs ne s'effacent jamais. Et l'odeur de Mac, qu'il avait croisé brièvement lors d'un séminaire, avait persisté, quelque part, comme une braise dans sa mémoire. Chase s'approcha, lent mais sûr. Son museau frôlait la neige, indifférent à la chaleur, au bruit. Son souffle formait de petits nuages précipités. Il bondit dans la benne du camion avec une grâce intacte. Danny chuchota, incrédule. « C'est lui ?» Chase renifla Mac, tourna autour, analysa les liens, puis il mordit, pas fort, juste assez pour tester. Puis d'un coup sec, il déchira. La corde céda. Mac n'attendit pas. Il se dégagea en grimaçant, ses poignets en feu, puis se jeta sur les notes d'Elias et de Danny. Les flammes gagnaient le tableau de bord. Elias frappa la porte arrière de toutes ses forces. Elle céda. La neige s'engouffra. « On se tire !» hurla Mac. Ils roulèrent hors du camion, toussant, traînant Danny entre eux. Le feu hurla, puis une explosion secoua la forêt. Le réservoir, le métal éclata. La fumée monta en colonne. Ils se jetèrent derrière une congère. Des cendres pleuvaient. Derrière eux, Chase ne bougeait pas. Il restait là, debout, calme, observant. Mac le fixa, la gorge nouée. « Tu nous as sauvés, mon gars ?» Et juste un instant, Chase remua la queue. L'odeur âcre de la fumée s'accrochait encore à leurs vêtements, à leurs cheveux, à leurs poumons. Chaque respiration brûlait. Autour d'eux, des fragments de métal calciné tombaient comme une pluie noire, se mêlant à la véritable neige qui continuait de tomber, plus fine, mais plus insistante. Le vent s'était levé, glacial et sec, sifflant à travers les pins comme un avertissement venu du fond des âges. Mac Donovan était assis contre un tronc enneigé, les jambes allongées devant lui. Un frisson incontrôlable lui remontait le long de l'échine. Il baissa les yeux. L'arrière de sa cuisse saignait. Une entaille profonde, probablement causée par un éclat de métal dans la benne du pick-up. Son pantalon était déchiré jusqu'aux genoux. Le sang, chaud contre le froid mordant, formait de petites traînées fumantes dans la neige. Chase se tenait à quelques mètres, le corps tendu, les oreilles tournant à l'affût du moindre bruit. Son pelage était brûlé par endroits et une de ses pattes saignait. Un éclat de verre encore fiché entre les coussinets. Mais il ne gémissait pas. Il ne boitait même pas vraiment, il était juste là, présent, en alerte. Elias Moreno s'agenouilla auprès de Mac, le souffle court. Il arracha un morceau de sa chemise, déjà trempé de sueur, et appuya sur la plaie. « C'est profond, murmura-t-il. Mais tu n'as pas touché une artère. Encore un peu et tu ne pourrais plus marcher. On doit trouver un abri, vite, sinon t'es bon pour l'hypo. » Elias avait fait plusieurs rotations en traumatologie dans les Marines. Quand les balles sifflaient ou que le feu prenait, ses réflexes revenaient comme s'ils n'étaient jamais partis. Danny Roscoe, lui, vomissait à genoux dans la neige, le visage livide, les mains enfoncées dans la poudreuse, comme pour s'y agripper à défaut d'autre chose. « J'arrivais plus à respirer », sanglota-t-il. L'air, c'était du feu. Elias tourna la tête, inquiet. « Danny, regarde-moi. Hé !» « Regarde-moi. » Le jeune agent ne répondait pas. Ses mains tremblaient, ses yeux fixaient un point invisible au sol. Mac serra les dents. « Il fait une crise de panique. Ramène-le, maintenant !» Elias lâcha la plaie de Mac, s'agenouilla devant Danny et lui prit le col doucement, mais fermement. « Respire, t'es sorti. C'est fini, tu sens ça ?» Il lui colla la main sur la neige. « C'est froid, c'est réel. T'es en vie, t'es pas seul. » Il fallut une trentaine de secondes, mais finalement Danny cligna des yeux et murmura, comme s'il cherchait à se convaincre, « On est vivant !» Mac hocha la tête, son regard se tournant vers Chase. Grâce à lui. Le chien, lui, tournait déjà en rond, le museau au sol. Il traçait des cercles parfaits dans la neige, puis s'arrêta net. Son corps se tendit comme un arc. D'un coup, il tourna les talons et descendit la pente droit à travers les arbres. « Il piste quelque chose ?» souffla Mac, en se redressant avec l'aide d'Elias.
Chaque pas était un calvaire. Danny, encore tremblant, fermait la marche. La neige leur montait aux chevilles, plus haut, là où elle avait formé des congères invisibles. Leur souffle se transformait en buée dense à chaque expiration. Les arbres se refermaient autour d'eux comme une mâchoire de bois, masquant la lumière. À mi-chemin d'un replat, Danny trébucha. Quelque chose sous la neige, il se pencha et tira lentement. Un bout de tissu brûlé, noirci, trempé. Il le déplia. Un morceau d'écharpe réglementaire portant une inscription à peine lisible, RPD pour Redwater Police Department. Il l'attendit, muet. Elias jura entre ses dents. C'est du matos du commissariat. Mac fronça les sourcils, mâchoire serrée. Alors soit ils ont volé du matériel, soit c'est quelqu'un des nôtres. Danny pâlit davantage. Tu veux dire, un collègue? Chase émit un aboiement bref. Ce n'était pas une alerte, c'était un ordre. On avance, ordonna Mac. Le chien les guida à travers un ravin étroit. Le terrain était traître. Racines gelées, pierres glissantes, piège naturel. Danny manqua de tomber 2 fois, rattrapé in extremis par Elias. Chase s'arrêta à 2 reprises. Une première fois pour renifler un fil tendu entre 2 troncs, une sorte de collet rouillé. Puis pour éviter un piège de bois effondré, un assemblage de branches et de pierres que personne n'aurait confondu avec une embuscade pour cerfs. « C'est pas de la chasse, ça », murmura Elias. « C'est pour piéger des humains. » Finalement, à travers une trouée dans les arbres, une silhouette noire apparut. Une cabane, petite, penchée sur le côté, comme enfoncée dans le sol. Le bois était grisé par les années, le toit encore debout, une fenêtre cassée battait doucement dans le vent. Chase accéléra, son corps tendu, concentré. Il fila jusqu'à la porte, gratta une fois, puis se retourna. Elias fut le premier à atteindre l'entrée. Il poussa avec l'épaule. Les gonds grincèrent mais résistèrent. À l'intérieur, poussière, odeur de bois pourri, de vieilles herbes séchées. Une seule pièce. Une cheminée de pierre, un lit de camp couvert d'une couverture moisie, une lanterne brisée, des étagères remplies de conserves rouillées, un tas de bois sec dans un coin. Quelqu'un avait vécu là, mais pas récemment. Chase inspecta chaque recoin, reniflant, silencieux. Puis il se coucha près de l'âtre. Mac s'écroula sur le lit. « Bon chien », murmura-t-il. Elias alluma un feu avec le bois sec. Par miracle, un paquet d'allumettes était resté dans la doublure de son pantalon. Il en craqua 1, 2, 3. Enfin une flamme naquit, timide. La chaleur se propagea lentement, chassant le givre de l'air. Danny, à genoux devant la fenêtre, fixait la forêt. « Tu crois que cette cabane, c'était à lui? Au chien ?» Mac leva les yeux vers Chase, qui avait posé sa tête sur ses pattes, à moitié endormi, mais toujours vigilant. « Peut-être, » murmura-t-il, « ou à quelqu'un qu'il a aimé. » Dehors, la neige reprit de plus belle, étouffant les sons, scellant le monde dans un cocon blanc. À l'intérieur, 3 hommes respiraient au rythme du feu, tandis qu'un chien, fatigué et marqué par les années, veillait encore, l'oreille dressée, prêt à se lever au moindre signe. Le vent soufflait à travers les branches comme une plainte, comme si la forêt pleurait ceux qu'elle avait perdus, mais pas encore oubliés. La neige tombait drue maintenant, épaisse et silencieuse, comme une couverture tirée sur un cercueil. À l'intérieur de la vieille cabane, les flammes crépitaient dans la cheminée, dessinant des ombres sur les murs tordus de bois sec et d'écorce. Le feu jetait des éclats de lumière sur les visages tendus des 3 hommes, sur les pansements de fortune, sur le sol taché de sang, sur le pelage fatigué de Chase, roulé en boule près de l'âtre. L'espace était minuscule. Une seule pièce, à peine plus grande qu'un container, mais pour l'instant, c'était suffisant. Une parenthèse fragile entre 2 menaces. Mac Donovan était assis contre le mur, sa jambe bandée à la hâte, avec des morceaux de t-shirt et de vieilles couvertures. La douleur pulsait lancinante comme un second cœur battant dans sa cuisse. Il ne dormait pas. Il ne pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait les flammes dans le rétroviseur du pick-up, le regard paniqué de Danny, le silence terrifiant de leurs assaillants. Elias Moreno était accroupi à côté du jeune agent, qui grelottait sous la couverture moisie. Danny avait la peau cireuse presque grise, et son souffle s'était raccourci, sa fièvre montait. « Il est en train de cramer de l'intérieur », murmura Elias. Il passa une main sur le front trempé de sueur de Danny. « C'est la fumée, ou les brûlures, peut-être les 2. Il va nous lâcher si on ne trouve rien pour le soigner. » Elias avait enlevé son blouson thermique pour couvrir la poitrine de Danny, gardant sur lui seulement son t-shirt à manches longues.
Il savait que chaque calorie comptait, que la moindre source de chaleur pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Mac hocha lentement la tête. Il nous faut un kit médical, des antibiotiques, une compresse stérile, n'importe quoi, même un vieux désinfectant. Elias jeta un œil autour de lui. Le grenier de la cabane ne contenait que des souvenirs pourris, des boîtes de conserve périmées, un bout de viande séchée moisie, un livre de cartes topographiques couvert de taches d'humidité, une vieille boussole craquelée. Rien d'utile, rien de salvateur. Le silence se fit plus lourd. Et soudain, Chase bougea. Il s'extirpa lentement de son coin d'ombre, se dressant avec une puissance animale malgré la blessure encore ouverte à sa patte avant. Il renifla l'air, fit un tour sur lui-même, puis s'approcha de la porte entr'ouverte. D'un bond fluide, il glissa dehors sans un bruit. Elias cligna des yeux. « Il s'en va !» Mac secoua la tête. « Non, il fait ce qu'il sait faire. » La forêt l'engloutit aussitôt, comme une mer d'ombre blanche. Chase courait sans bruit, ses pattes fendaient la neige comme un fantôme. Le monde était gelé, figé, suspendu entre la nuit et l'inconnu. Il courut, tourna, s'arrêta, renifla, puis repartit. Il connaissait ses bois, chaque recoin, chaque souche pourrie, chaque sentier effacé par la tempête. Il grimpa sur un tronc tombé, s'arrêta près d'un vieux terrier abandonné, puis bifurqua vers un rocher brisé. Derrière lui, les cris de la montagne restaient muets. Aucune trace humaine, aucune voix, rien que le craquement de la glace sous ses coussinets ensanglantés. Pendant ce temps, dans la cabane, Elias fouillait à nouveau les étagères, sa lampe torche à moitié vide à la main. Un mince faisceau tremblotant glissa sur un pan de mur, révélant quelque chose de gravé dans le bois. De profondes marques, anciennes. AC 1985, il passa le doigt sur les initiales. « Et Mac, regarde ça !» Le sergent tourna la tête, les traits tirés. Des initiales, avec une date. Elias haussa les épaules. Quelqu'un a vécu ici, il y a longtemps. Il recula d'un pas, la lumière de la torche balayant les étagères. Parmi les babioles rouillées, un couteau de chasse émoussé, un ancien mousqueton et une vieille boîte métallique contenant des cartes, humides, gondolées, mais lisibles. Une carte du Montana, des sentiers, des points de repère, des zones signalées à l'encre, une main qui connaissait la montagne. Un bruit à la porte, grattement, éclat métallique. Elias se redressa d'un bond, attrapant un tisonnier de la cheminée comme une arme. La porte grinça, puis s'ouvrit. Chase. Sa silhouette massive se dessina dans l'embrasure, recouverte d'une nouvelle couche de neige. Entre ses crocs, il tenait un petit corps mou, inerte, un écureuil, encore chaud, déposé délicatement près du feu. Elias écarquilla les yeux. « Tu plaisantes ?» Chase repartit aussitôt. Mac suivit son ombre du regard. « Il nous nourrit, dit-il. » Elias hocha la tête, déjà en train de bricoler une broche avec 2 bouts de bois et une grille rouillée récupérée sous le lit. « Il fait bien plus que ça. Il survit pour nous. » Près d'1 heure plus tard, Danny dérivait dans une brume de sueur, ses vêtements détrempés, les lèvres blêmes. Il délirait, parlait de sa remise de badge, de son père, de son chien d'enfance. Et Chase revint une seconde fois. Cette fois, il traînait quelque chose derrière lui. Un sac noir, standard, petit mais dense. Mac se redressa en retenant un gémissement. « C'est pas vrai ?» Elias ouvrit le sac. Son contenu était partiellement calciné, mais à l'intérieur, des bandes de gaz, une pommade pour brûlure, une bouteille scellée d'antibiotiques, un kit de réchauffement et une lampe avec pile de secours. Elias souffla. Il est retourné au camion. Il a traversé le feu. Chase s'effondra près du feu, haletant. Sa patte saignait toujours, mais son regard restait clair. Mac posa une main sur son flanc. « Bon sang, mon vieux. Tu mérites une médaille. » Ils s'activèrent. Elias administra l'antibiotique, appliqua la crème sur les brûlures, glissa le kit chauffant sous la couverture de Danny. Mac prit sur lui la tâche la plus délicate. Bouger lentement le corps du jeune homme, lui faire changer de position, l'envelopper mieux, l'éloigner du courant d'air. Petit à petit, la fièvre commença à descendre. Danny dormait par fragments, mais son visage n'était plus crispé. Le feu crachotait. Le silence retomba. Chase, roulé sur le flanc, jetait encore de temps en temps un regard vers la porte. Ses oreilles Joe tressaillaient au moindre son, toujours en veille, toujours prêt. « Tu crois qu'il appartenait à AC ?» demanda Mac. Elias haussa les épaules. « Peut-être, ou peut-être qu'il a juste gardé en mémoire un endroit sûr. » Mac le regarda longuement. « Il n'est pas juste intelligent, il est entraîné. Ce qu'il fait là, c'est pas juste de l'instinct. » Ils se turent. La nuit s'épaissit. Le feu se fit plus petit.
plus rouge, plus discret. Dehors, le vent s'était mis à hurler. Une plainte grave qui secouait les volets faisait trembler les vitres. À l'intérieur, personne ne dormait vraiment. Chacun, homme ou chien, retenait son souffle. Quelque chose approchait, quelque chose que la forêt avait trop longtemps gardé sous silence. Lorsque les dernières braises dansèrent au fond de la cheminée et que le souffle du vent se mua en gémissements prolongés à travers les fentes des murs, un frisson remonta la colonne vertébrale de Mac Donovan. Pas celui du froid, celui que l'on ressent quand quelque chose ne va pas, quand l'air lui-même semble changer de densité. Le feu ne faisait plus qu'un faible halo rougeoyant. La lumière oscillait, projetant sur les murs de la cabane les silhouettes étirées de 3 hommes endormis, ou tentant de l'être. Danny dormait enfin d'un sommeil saccadé, son souffle court mais régulier, le front sec. Elias, accoudé contre la porte, tenait un morceau de bois comme une batte, même en somnolence. Mac, lui, ne dormait pas. Son regard était fixé sur la porte, son corps figé par la douleur et par une intuition viscérale, celle que le danger était à nouveau tout près. Chase, roulé contre la cloison, paraissait endormi, mais ses oreilles pivotaient par intermittence, détectant le moindre changement. Son museau frémissait à peine. Puis, lentement, il se redressa. Tout son corps se tendit, ses yeux brillaient à la lumière rouge du feu, et Mac le vit. Ce n'était pas un simple réflexe de chien, c'était un signal, une alerte. Chase ne bougeait plus, comme une statue taillée dans l'ombre. Et c'est là que Mac comprit. Quelque chose était dehors. Il tendit la main vers le tisonnier en métal posé à ses côtés. Son regard croisa celui de Chase. Le chien ne clignait pas des yeux. Il fixait la porte comme s'il y voyait à travers. Puis il grogna, un grondement grave, long, ancien. Pas un avertissement, une promesse. Elias ouvrit les yeux, aussitôt en alerte. Mac lui fit signe de ne pas parler, puis il désigna la porte d'un mouvement du menton. Un bruit infime, comme une botte écrasant lentement de la neige, puis un frottement contre le bois, un cliquetis métallique. Quelqu'un ou quelque chose s'approchait, lentement, délibérément. Puis Chase bondit, sans prévenir. Il franchit la pièce en un éclair, passa la porte entrebâillée et disparut dans la nuit. Chase souffla Mac, mais le chien était déjà loin. Elias se leva d'un bond, ouvrit la porte d'un coup d'épaule. Le froid s'engouffra dans la cabane, mordant leur visage, emportant avec lui les dernières vapeurs de chaleur. La lumière de la lune filtrait à travers les nuages, assez pour révéler des traces, fraîches, humaines. Mac les vit immédiatement. « Ce ne sont pas les nôtres, dit-il, la voix grave. Les empreintes s'enfonçaient profondément dans la neige, larges, régulières, comme celles de bottes militaires, des semelles tactiques. Quelqu'un nous surveille depuis un moment, souffla Elias. Il fit le tour de la cabane. Il y en a une autre ici, plus légère, peut-être un éclaireur, et une troisième, juste là. Il s'arrêta net. La dernière trace menait directement au mur arrière, à moins de 3 mètres de l'endroit où dormait Danny quelques heures plus tôt. Ils auraient pu l'abattre à travers la paroi, murmura Elias, mais ils ont attendu. « Attendu quoi ?» gronda Mac. Le hurlement d'un chien retentit dans la nuit, court, net, puissant, puis un silence brutal, comme si la forêt elle-même avait retenu son souffle. C'était un signal ou un combat ? Elias ne répondit pas. Il saisit la lampe torche, alluma le faisceau, balaya les arbres, un éclair de mouvement. Chase, il courait à la lisière du bois, corps rabaissé, queue raide, regard fixé au sol. Mac, de l'autre côté de la cabane, vit briller quelque chose dans la neige, un éclat métallique à moitié enterré. Il s'approcha, pencha le bras et ramassa l'objet. Un drone. Petit, noir, une pale brisée, l'objectif fissuré. Il le retourna. Une gravure minuscule sur la coque. Un numéro de série personnalisé. « Ce n'est pas un jouet de particulier, murmura-t-il. C'est du matos de surveillance tactique, militaire. » Elias se pencha sur l'appareil. Celui qui a envoyé ça savait exactement ce qu'il faisait. Chase revint quelques secondes plus tard. Il haletait fort, ses narines vibraient, ses yeux étaient fous d'intensité. Il fit le tour de la cabane à nouveau, une dernière fois, puis retourna se poser devant le foyer éteint. Danny se réveilla lentement, la voix éraillée. « Il les a fait fuir ?» Mac hocha la tête. « Pour l'instant, oui. » Elias examina le drone, les mâchoires contractées. Ils savent qu'on est vivant, qu'on a survécu à l'incendie. La question maintenant c'est, pourquoi ils ne sont pas encore revenus finir le travail ? Mac regarda Chase qui fixait toujours la porte.
Parce qu'ils ont peur. De quoi? Souffla Elias. Mac inspira profondément. De lui. La nuit passa, mais personne ne dormit plus. Les regards restaient fixés sur la porte, les oreilles tendues au moindre bruit. Chase tournait en rond dans la pièce, ses griffes effleurant le bois du plancher. Chaque changement dans la direction du vent semblait suffire à le faire se figer. Au petit matin, les traces avaient disparu, recouvertes par la nouvelle couche de neige. Mais l'angoisse, elle, n'était pas retombée. Le drone, posé sur le rebord de la fenêtre brisée, ressemblait à un insecte mort, et le silence dans les bois n'était plus apaisant. Il était total, absolu, presque surnaturel, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Le froid s'était durci au lever du jour. Ce n'était plus un frisson diffus ou une morsure légère, c'était une lame invisible qui tranchait à travers les vêtements, pénétrait les os, engourdissait la pensée. Les arbres eux-mêmes semblaient pétrifiés, figés dans une attente tendue. Le moindre mouvement dans la neige crissait comme du verre brisé. Et dans cette immobilité presque surnaturelle, Chase s'immobilisa net au bord du bois, le museau pointé vers la pente en contrebas. Ses muscles se figèrent, ses oreilles pivotèrent vers l'avant. Il ne bougeait plus, comme s'il venait de voir ce que le reste du monde refusait encore de regarder. McDonovan observait à travers une fente dans le mur, son souffle retenu. Il ne vit rien, pas au début. Mais Elias, posté près de la fenêtre cassée, murmura d'une voix basse et raide. « On a de la compagnie. » À travers les pins, 6 silhouettes émergeaient lentement, en formation. Tenues noires, armes longues, visages couverts, ils avançaient comme s'ils connaissaient chaque racine sous la neige, chaque trou sous les feuilles. Pas des randonneurs, pas des chasseurs, pas des flics, quelque chose d'autre, quelque chose de pire. Elias fronça les sourcils. « Ils ne cherchent pas ? Ils traquent. » Un des hommes s'arrêta au milieu du chemin, tira un téléphone satellite de sa poche et parla d'une voix grave, étouffée, mais que le vent porta brièvement. « S'il voit des traces, il va nous écorcher vifs. Crayden veut aucun survivant. » Ce nom, Mac le reçut comme une décharge. Il tourna lentement la tête. Son visage s'était vidé de toute expression. « Crayden ?» Elias le regarda. « Tu le connais ?» Le sergent hocha la tête, lentement. « C'est lui, c'est vraiment lui. Crayden, ex-commissaire de police de Grand Junction, officiellement suspendu pour une affaire de corruption jamais élucidée. Officieusement, un fantôme, disparu, rayé des registres. Mais Mac savait qu'il n'était jamais parti bien loin. Ce genre d'homme ne s'efface pas. Il s'enfonce dans l'ombre. Elias avait déjà glissé un bras sous les épaules de Danny, prêt à le déplacer. Le jeune agent ouvrait à peine les yeux, le souffle court, toujours faible. « On peut pas rester ici », murmura Elias. Mac hocha la tête. Il regarda Chase. « Trouve-nous une sortie. » Le chien ne répondit pas. Il fila. Ce n'était pas une fuite gracieuse, c'était un repli urgent. Mac boitait si fort qu'Elias devait le soutenir à chaque pas. Danny traînait plus qu'il ne marchait à moitié porté. Chase ouvrait la marche, serpentant entre les arbres, suivant un sentier que seul lui semblait percevoir. Ils franchirent un ravin gelé, enjambèrent une souche, rampèrent sous une falaise couverte de glace. Chaque craquement de branches les faisait sursauter. Chaque bourrasque leur rappelait que le danger n'était jamais loin. Derrière eux, dans la cabane abandonnée, les hommes en noir pénétrèrent d'eau sans un mot. Le plus grand d'entre eux, une balafre spectaculaire courant le long de sa mâchoire, s'agenouilla près du foyer encore tiède. Il passa ses doigts dans les cendres. « Ils étaient là ?» dit-il. L'homme au téléphone satellite s'avança, plus petit, nerveux, les yeux clairs et perçants. Il scruta l'intérieur d'un regard calculateur. Crayden a dit que le pick-up avait explosé à 2 heures. Ils peuvent pas être loin. L'autre se releva. Ils ont eu de l'aide. L'homme à la cicatrice s'appelait Kyle Thorne. Ancien mercenaire, disparu des radars après avoir dirigé des opérations illégales dans l'est de l'Afrique. Il n'élevait jamais la voix. Il n'en avait pas besoin. Quand il parlait, les autres écoutaient. « Trouvez-les », ordonna-t-il. Et tous sortirent sans bruit. Dans les bois, la progression devenait épuisante. Les bottes glissaient, les branches fouettaient les visages, le froid s'insinuait dans chaque pli de tissu. Danny avait fermé les yeux, murmurant des bribes de phrases incohérentes. « L'académie, mon père, je voulais servir. » Elias le portait pratiquement à présent. Mac avançait à la force du désespoir. Mais Chase, lui, n'avait pas ralenti. Puis ils entendirent au l'écho, un aboiement, network, venu de derrière eux. Puis un deuxième, plus proche. Mac se figea. « Il nous attire les poursuivants. » Il les éloigne. Elias le regarda. « Tu veux dire qu'il fait diversion ?» Mac acquiesça. « Il gagne du temps. Pour nous.
À une centaine de mètres derrière eux, Chase s'était volontairement redirigé vers l'ancienne piste de chasse au nord. Il connaissait cette portion du terrain, une zone minée par des pièges rouillés, oubliés par les chasseurs il y a des années. À mesure qu'il avançait, il aboyait fort fréquemment, assez pour créer l'illusion d'un groupe. Les hommes en noir entendirent, et mordus par l'urgence, l'un d'eux s'écria « Là, c'est lui !» Ils foncèrent, mais Chase les emmena là où ils ne voulaient pas aller. Sur un terrain truffé de pièges à mâchoires rouillées, de fosses masquées par la neige, un faux sentier, une fausse piste. Il courait, rapide malgré sa blessure, chaque pas comptait. Mais la chance le trahit. Sa patte avant droite se prit dans un ancien piège rouillé. Un bruit sec. Le métal claqua. Chase s'effondra. Le cri qu'il poussa ne fut pas un hurlement. C'était un grondement, un son brut, sauvage mais contenu. Il planta les crocs dans une branche pour ne pas hurler et tira, une fois, deux fois, jusqu'à ce que le métal cède. La neige s'imprégna de rouge. Mais il boitait encore, il avançait. Pendant ce temps, Elias repéra une cavité naturelle sous un affleurement rocheux. Un trou dans la terre camouflé par des racines et un tapis de neige. Il fit signe à Mac. « Là, planque !» Ils s'y glissèrent tous les trois, serrés, silencieux, haletants. Le silence retomba. Des minutes, puis une heure, jusqu'à ce qu'un gémissement doux, presque un soupir, se fasse entendre. Chase. Il boitait, mâchoire ensanglantée, pattes en lambeaux, mais vivant. Il rampa dans la cavité, et pour la première fois depuis la tempête, il s'allongea complètement, et ferma les yeux. L'abri sous la roche n'était guère plus qu'un recoin terreux sous un surplomb glacé. Un trou de silence, sous les racines tordues d'un vieux pin. Mais pour McDonovan, Elias et Danny, c'était un sanctuaire. Un refuge précaire contre la traque qui battait la forêt comme un tambour muet. La neige continuait de tomber dehors, lourde, collante, gorgée d'eau, mais aucun flocon ne franchissait l'entrée étroite de leur cache. Dedans, on respirait la terre, l'humus, le sang, la peur. Mac était assis dos contre la paroi gelée, sa jambe tendue, son pantalon imbibé de sang jusqu'aux genoux. Chaque mouvement lui arrachait un frisson. Le bandage improvisé tenait, mais de justesse. Elias dormait par saccades, la tête contre la pierre, tenant encore un petit caillou dans la main, comme s'il s'agissait d'une arme. Danny reposait entre eux deux, la tête posée sur une vieille toile de sac qu'ils avaient tendue contre le sol humide. Son front était tiède, mais sa respiration plus stable. Il murmurait encore dans ses rêves, des souvenirs confus de son père, de son serment à l'académie, de son chien qu'il avait eu enfant et qui, disait-il, attendait toujours à la porte. Et Chase ne dormait pas vraiment. Il était recroquevillé tout contre Mac, la patte blessée repliée sous son corps, un filet de sang séché formant une croûte brunâtre sous ses poils noirs et feu. Sa respiration était irrégulière, chaque souffle semblait exiger un effort. Pourtant, ses yeux restaient entr'ouverts. Il surveillait, il sentait, il luttait. Mac tendit lentement la main et caressa doucement le pelage entre les oreilles de Chase. Le chien ne bougea pas, son museau frémissait, et Mac murmura, presque sans s'en rendre compte, « Je te connais ». La phrase sortit toute seule, vieille comme la mémoire, et peu à peu, comme un écho, les souvenirs revinrent. Des images, des sons, des odeurs. 5 ans plus tôt, bien avant son transfert à Redwater, Mac était encore lieutenant dans le comté de Ridge Hollow. Ce jour-là, un glissement de terrain avait emporté un petit poste de garde forestier après une tempête. L'unité K9 locale avait été envoyée pour fouiller les décombres. L'un des chiens avait disparu sous les gravats, le reste de l'équipe avait abandonné les recherches après 1 heure. Mais pas Mac. Lui, il était resté. Il avait rampé sous une poutre, à moitié enseveli. Ses doigts gelés, ses genoux dans la boue glacée. Il avait creusé. Et là, au fond, coincé sous une dalle, il avait trouvé un berger allemand, à demi conscient, le museau en sang, une patte brisée. Le chien l'avait regardé, et avant de perdre connaissance, il avait levé la tête et léché sa main. Ce chien, c'était lui. C'était Chase. Le même regard, la même oreille repliée, la même cicatrice sur le flanc gauche. Le vétérinaire l'avait opéré, soigné. Et quelques semaines plus tard, pendant un transfert vers une unité de rééducation, le véhicule avait eu un accident. Le chien s'était échappé, disparu, porté disparu. Mac avait pensé à lui des années durant sans jamais oser croire qu'il avait survécu. Et maintenant, il était là, vivant, devant lui. Mac posa la main contre l'encolure du chien, sentit le vieux tissu cicatriciel sous les poils. « Tu te souviens de moi, pas vrai ?»
Chase leva légèrement la tête et dans un geste simple, désarmant, bouleversant, il posa doucement son museau contre la poitrine de Mac. Exactement comme il l'avait fait 5 ans plus tôt. Mac ferma les yeux, une bouffée d'émotion le submergea. Ce n'était pas une larme, ce n'était pas un sanglot, c'était un souffle, un relâchement, une vérité retrouvée. « Tu t'es souvenu ? Tu nous as sauvés, parce que t'as pas oublié. » Elias se réveilla en sursaut. « Tu parles à ton chien maintenant ?» lança-t-il, la voix enrouée. Mac esquissa un sourire amer. « C'est pas n'importe quel chien, il vient de Ridge Hollow, c'était l'un des nôtres. » Elias se redressa lentement, son regard allant de Mac au chien. « T'es sérieux ? Ce serait pour ça qu'il nous suit comme ça ?» Mac hocha la tête. « Pas parce qu'il obéit, parce qu'il choisit. » Le silence retomba, l'odeur du sang, du froid, de la peur. Puis la lumière changea. Une lueur grise, pâle, sale, filtra à travers l'entrée de leur abri. Le matin, ou ce qu'il en restait. Il ne leur restait qu'une option, trouver un endroit plus sûr, un moyen de signaler leur position, ou mourir gelé, traqué, oublié. Mac fouilla dans le sac médical que Chase avait ramené. Un reste de couverture thermique, une bande réfléchissante, légèrement froissée, mais intacte. Il tourna la tête vers Elias. « Hé, j'ai peut-être une idée. » 1 heure plus tard, ils avaient atteint un petit promontoire rocheux, surplombant une vallée étroite. Le paysage était noyé sous la neige, mais au loin, on devinait une ancienne piste de débardage, peut-être une voie de secours. Elias aida Mac à planter un bâton dans la neige, y attacha la bande réfléchissante. Mais la lumière du soleil était trop faible. Rien ne brillait vraiment, juste un éclat timide. Et puis Chase se leva. Il boita jusqu'au sommet de la crête. Son regard balaya la vallée, puis, dans un geste qui n'avait rien d'animal, il prit dans sa gueule la veste d'urgence récupérée dans le sac. Il la porta jusqu'à l'extrémité du promontoire, la laissa tomber dans la pente, puis il se redressa et aboya 3 fois, une pause, puis 3 fois encore, des aboiements clairs, rythmés, identiques à ceux qu'il avait appris durant l'entraînement des années plus tôt. Un code, un appel, une balise, et au loin, un bruit, un grondement, un moteur, un vrombissement lointain. Elias se figea. « Attends, c'était quoi ça ?» Puis un éclat, un reflet métallique au-dessus de la cime des arbres, et un son distinct, croissant, des rotors. Un hélicoptère. Le bruit des rotors se rapprochait, gagnant en intensité, martelant l'air comme un cœur qui s'emballe. Le sol vibrait à peine, mais l'espoir, lui, faisait déjà trembler les tripes. Elias scruta le ciel. « C'est pas un rêve ?» Mac plissa les yeux. « Non, c'est bien réel. » Un hélicoptère de patrouille civile, reconnaissable à sa silhouette effilée et à ses phares clignotants, fendait les nuages. Il volait bas, lentement, comme à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Elias agite la veste thermique au bout du bâton. Mac alluma la lampe torche et fit clignoter le faisceau en rythme. 3 longs, 3 courts, 3 longs. Le vieux signal de détresse. Chase, lui, s'était immobilisé au bord du promontoire, le regard rivé sur l'horizon. Comme s'il pressentait ce que les autres ne voyaient pas encore, à la lisière des bois, plus bas dans la vallée, plusieurs silhouettes venaient d'apparaître, noires, lentes, en formation, les hommes en noir. Ils avaient retrouvé la piste, et ils étaient armés. « Ils nous ont repérés », lança Elias. Il n'y avait plus de doute, le drone, les aboiements, la trace de sang, tout les avait menés ici. Et maintenant, le seul point haut, la seule chance de signal, était aussi leur dernière position. Le piège se refermait. L'hélicoptère tournait lentement, trop lentement. Soudain, une détonation retentit. Une balle siffla près de l'épaule de Mac, éclatant la glace juste à côté. Puis une autre. Elias se jeta au sol en hurlant « Couverture !» Chase bondit en avant, se plaçant instinctivement entre Mac et la trajectoire des tirs. Une balle frôla sa cuisse arrière. Il glissa, roula dans la neige, puis se releva aussitôt. Elias rampa jusqu'à une souche gelée, décocha 2 tirs de couverture à la hâte. Mac, grimaçant, parvint à faire glisser Danny derrière un rocher. Les rafales se rapprochaient, les tirs devenaient plus précis. Et puis sans prévenir, le faisceau du projecteur de l'hélicoptère éclaira la zone. Un halo de lumière jaillit dans la blancheur immobile. La radio grésilla. Une voix résonna, métallique, distante mais parfaitement compréhensible. « Vous êtes repérés, gardez vos positions. Assistance en approche. » Mac leva les yeux. Il reconnut l'insigne sur la coque de l'hélico, une unité de surveillance fédérale souvent déployée en montagne. Pas militaire, mais bien équipée.
Mais au sol, la situation empirait. Les hommes en noir s'étaient déployés de part et d'autre de la colline. Et à leur tête, Kyle Thorne, le colosse à la balafre, tenait un fusil à lunettes qu'il pointait vers les auteurs. Il ne visait pas pour tuer, il visait pour neutraliser, pour prendre un otage. Mac le comprit aussitôt. Et Chase aussi. Le chien se lança, tête basse, galop boitillant. Il fonça dans les bois, puis revint sur les flancs. Il savait où les tireurs s'étaient positionnés. Il savait comment briser leur ligne. Il bondit sur un homme qui venait de s'agenouiller derrière un tronc. Le choc fut brutal. L'homme s'écroula dans un cri étouffé. Un autre se retourna trop tard. Chase lui arracha l'arme des mains, puis disparut à nouveau. « Il les divise !» s'écria Elias. « Il fout le chaos dans leur formation. » Mac tentait de suivre du regard, mais sa jambe refusait de bouger. Le sang coulait plus vite, trop vite. Il allait perdre connaissance. Chase réapparut sur la gauche, passa juste devant Elias. Une rafale éclata derrière lui. Le chien roula sur lui-même, glissa puis se releva. Il saignait, mais il avançait. L'hélicoptère se posa enfin à 100 mètres à peine, soulevant une tempête de neige, de branches et de gravillons. 2 agents fédéraux en descendirent, fusils levés, regards affolés. Ils n'avaient pas prévu de tomber en pleine zone de combat, mais ils virent Mac, et surtout, ils virent Chase. L'un d'eux, un homme en veste bleue, reconnut le chien. Il abaissa son arme. « Attendez, c'est pas possible. C'est lui ?» L'autre agent, une femme au regard dur, répliqua aussitôt. « Tu le connais ?» Il hocha la tête. « C'est le chien disparu de Ridge Hollow. » Il le croyait mort. Il s'approcha lentement, les mains levées. « Eh mon grand, t'es un vrai miraculé. » Chase grogna, recula d'un pas. Pas de peur, de méfiance. Il regarda Mac. Il attendait un signe. Mac hocha la tête. « Vas-y, c'est bon, ils sont là pour nous. » Le chien baissa les yeux, renifla l'air, puis s'approcha des agents. Derrière eux, les tirs cessèrent tout brusquement. Le silence se fit. Pas un bon silence, un de ceux qui précèdent un choix, un de ceux qui précèdent un ordre, et la voix de Thorne résonna, forte, brutale, sans écho. « Renvoyez le chien, ou je fais sauter la colline !» Tous les regards se figèrent. Mac sentit son estomac se nouer. Thorne ne bluffait jamais. Et s'il avait vraiment posé des charges? L'agent fédéral regarda Mac. « Il faut qu'on parte maintenant. Il nous reste qu'1 minute. » Elias hurlait déjà. « Ramenez-le, on part tous ensemble !» Mais Chase ne bougeait pas. Il fixait la pente. Il savait qu'ils ne partiraient pas tous, pas vivants. Mac rassembla ses dernières forces. Il se leva. Juste assez pour faire 2 pas, poser la main sur le dos de Chase et murmurer « Tu as déjà fait plus que ce que n'importe qui aurait pu, mais tu n'as plus à porter ça seul. On rentre à la maison, ensemble. » Chase ferma les yeux un instant, puis tourna la tête vers les bois et grogna, pas de peur, de défi. Le grognement de Chase se prolongea, profond, vibrant, comme un tambour dans le silence. Il descendait lentement de la pente, le pelage soulevé par le souffle des rotors, le regard braqué sur l'ombre massive qui venait d'émerger des arbres. Kyle Thorne, vêtu d'un manteau d'hiver renforcé, une sangle d'explosif en bandoulière, un détonateur dans la main droite. Il tenait la pente comme un roi déchu, revient sur son trône. Et derrière lui, les 5 derniers hommes du groupe avançaient, armes braquées, gestes lents. Ils n'étaient plus dans une traque, ils étaient dans un ultimatum. « Vous croyez que vous pouvez vous envoler ?» hurla Thorne, sa voix rugueuse déformée par l'écho. « Vous croyez qu'on vous laissera partir avec ça ?» Il pointa Chase du doigt, comme si le chien représentait quelque chose de plus grand. Et c'était vrai. Chase n'était pas qu'un chien. Il était la mémoire, le témoin, le survivant. Il incarnait ce que Thorne et Crayden avaient essayé d'effacer. Elias s'était déjà placé devant Mac, son arme levée. Les 2 agents fédéraux reculaient lentement vers l'hélicoptère, couvrant Danny, toujours à demi conscient, transporté sur une civière de fortune. Et au centre de tout cela, Chase. Thorne avança encore de 2 pas. Il brandit le détonateur. « Ce que vous avez là, ce n'est pas juste un clébard. C'est la preuve vivante d'un programme qu'on a enterré. Et moi, j'étais chargé de le terminer. Jusqu'au bout, il ne mentait pas. Car au cœur des montagnes, loin des regards, un ancien programme expérimental avait vu le jour. Un projet militaire abandonné basé sur l'endoctrinement animal, les stimuli neurologiques, les codes sonores injectés dans le cortex canin. Un projet stoppé brutalement après des effets secondaires terrifiants. Chase était l'un des rares survivants, et le seul à s'être rebellé, à avoir refusé d'obéir, à avoir mordu la main qui voulait le programmer. Mac, haletant, se redressa tant bien que mal, malgré la douleur à sa jambe. Il hurla par-dessus les rafales de vent.
Vous n'avez rien terminé. Vous n'avez rien contrôlé. Il a survécu à tout ce que vous avez détruit. Et il s'est battu pour nous. Vous avez perdu. Thorne serra les dents. Tu crois que j'ai besoin de gagner? Il suffit que je les fasse, qu'ils disparaissent. Et tout ça retourne dans l'oubli. Chase grogna à nouveau, plus fort. Il s'avança, lentement. Chaque pas résonnait comme un refus, comme une promesse. Il fixait Thorne droit dans les yeux. Et dans ce regard, il n'y avait pas d'animalité. Il y avait une conscience, une volonté. Il n'était plus un outil. Il n'était plus un survivant. Il était le dernier rempart. Alors, Thorne pressa le bouton, mais rien ne se produisit. Le détonateur grésilla, cliqua, refusa de répondre. Il recommença. Une fois, 2 fois, toujours rien. Un rire sec résonna derrière lui. C'était Elias. T'avais oublié un truc, Thorne? T'as passé trop de temps à manipuler les chiens. T'as oublié que nous aussi, on a des tours. Pendant que ton gars faisait le malin, Chase nous a ramené votre sac, avec le brouilleur à fréquence inversée. Et j'ai tout redirigé vers votre signal. Thorne blêmit. Il se retourna, mais trop tard. Un bruit, un mouvement. Et Chase bondit. Le choc fut brutal. Il heurta Thorne à la poitrine. Le géant bascula en arrière, roula dans la neige, perdant le détonateur. Les hommes en noir levèrent leurs armes, mais déjà les agents fédéraux ouvraient le feu. 2 tombèrent, un 3e tenta de fuir. Elias hurla « Couche-toi !» Mac s'écroula derrière un tronc. Le sol tremblait. L'hélicoptère avait redémarré ses rotors, prêt à repartir. Chase et Thorne roulaient dans la pente, une lutte muette, sauvage, brutale. Morsures, coups, neige projetée partout. Puis un bruit sourd, et plus rien. Quand le silence revint, on entendait seulement le vent, puis un gémissement. Et Chase réapparut, en boitant, le museau en sang, la patte avant droite tremblante. Mais il marchait. Mac hurla. « Chase, viens !» Le chien leva les yeux, puis avança. 1 pas, 2, jusqu'à l'hélicoptère. Les agents le hissèrent à bord, puis Elias, puis Mac, puis Danny, et enfin les pales s'élevèrent. La forêt s'éloigna, la tempête s'étira comme une couverture, et le monde reprit son souffle. Mac posa la main sur la tête de Chase. Il ne dit rien, il n'avait plus besoin. Ils étaient vivants. Et pour la première fois, après des années de silence, d'erreurs, de pertes et de peur, ils rentraient chez eux. Le vol de retour vers le centre régional de Silver Ridge dura moins de 20 minutes, mais pour Mac Donovan, chaque seconde fut un entre-deux, suspendu entre la fin et ce qu'il redoutait d'être un nouveau début. Le vent soufflait encore contre les parois de l'hélicoptère, mais à l'intérieur tout était silencieux. Danny dormait, une perfusion improvisée dans le bras. Elias somnolait, la tête contre la vitre, les mains couvertes de sang séché. Et Chase, enroulé sur le plancher métallique, haletait doucement. Ses côtes se soulevaient lentement. Son œil droit était enflé, mais il était en vie. Encore. L'hélicoptère se posa sur une piste secondaire à l'écart de la base principale. Une dizaine de véhicules d'urgence attendaient. Des médecins, des fédéraux, et plus loin, une silhouette que Mac ne pensait plus jamais revoir. Le docteur Howard Strickland, psychiatre officiel de l'unité canine de Ridge Hollow, est l'un des rares à avoir dénoncé publiquement le programme militaire baptisé Horizon X. Il n'était pas militaire, pas vraiment. Il n'était pas non plus un lanceur d'alerte. Juste un homme qui avait un jour regardé un chien dans les yeux et qui avait compris que quelque chose avait très mal tourné. Strickland s'approcha lentement lorsque Chase fut descendu de l'hélicoptère, soutenu par 2 agents. Il s'agenouilla devant lui, sans un mot, puis il posa une main sur le front du chien. Chase ne broncha pas. Il cligna simplement des yeux, comme un vieux soldat qu'on venait enfin relever. Strickland se redressa et regarda Mac. « C'est bien lui, il a survécu. Tu comprends ce que ça veut dire ?» Mac hocha la tête. Il comprenait, trop bien, et cette fois, il n'avait plus envie de fuir. L'hôpital militaire improvisé reçut Danny et Elias en priorité. Les médecins confirmèrent que Danny avait une commotion cérébrale et des côtes fêlées, mais qu'il s'en remettrait. Elias avait une fracture du radius et une série d'éraflures profondes, rien de vital. Mac, lui, refusa l'intervention immédiate. Il insista pour rester avec Chase. Il resta assis, les mains pleines de boue et de neige fondue pendant que les vétérinaires d'urgence tentaient de stabiliser le chien. Son pronostic vital était réservé. 2 côtes fracturées, une patte brisée, hémorragie interne, mais le cœur tenait bon, et ça, c'était un miracle en soi. Le lendemain matin, la base était en effervescence. Le nom de Chase circulait à voix basse dans les couloirs. Certains disaient qu'il avait été abandonné par le gouvernement. D'autres affirmaient
qu'il avait été conçu comme une arme. Mais pour ceux qui l'avaient vu agir, c'était un héros. Et Mac savait que l'histoire ne faisait que commencer. Il fut convoqué par la superviseure spéciale Linda Hargrave, envoyée depuis Washington dès les premières heures du rapport. Elle était droite, précise, sans émotion apparente. Dans la salle d'interrogatoire, elle posa ses lunettes sur la table et lança sans préambule « Je ne suis pas ici pour vous juger, monsieur Donovan. Je suis ici pour comprendre. » Mac raconta tout. La mission, la forêt, les tirs, Chase. Il n'occulta rien, pas même ses doutes, pas même ses erreurs. Hargrave l'écouta sans l'interrompre. À la fin, elle croisa les bras. Vous réalisez qu'il y a, à l'heure actuelle, plusieurs dossiers classifiés concernant un programme de conditionnement canin avancé dont Chase semble être le dernier vestige. Mac répondit sans détour « Ce n'est pas un vestige, c'est un survivant. » Elle le fixa longuement, puis nota quelque chose dans son carnet et partit sans un mot de plus. Dehors, dans la cour enneigée, Elias avait trouvé une balle de tennis. Il la lançait doucement à Chase, qui, malgré son plâtre, faisait l'effort de la rattraper en grognant. Rien de militaire, rien de conditionné, juste un vieux jeu, une mémoire plus forte que la douleur, une vie qui revient, une seconde à la fois. Mais tout le monde ne voyait pas les choses ainsi. Le colonel Briggs, chef temporaire du district, exigeait une mise en quarantaine de Chase. On ne sait pas ce qu'ils lui ont fait, ce chien est potentiellement instable. Strickland répliqua fermement, ce chien a sauvé 3 hommes et stoppé une cellule paramilitaire à lui seul. Vous parlez d'instabilité ? Moi je parle de loyauté. Le débat fut reporté. Mais la tension restait palpable. Mac se tenait à l'écart. Il observait. Il savait ce qui se préparait. Si le gouvernement décidait que Chase représentait un risque, il l'enverrait dans un centre de neutralisation, discrètement, sans appel. Et ça, Mac ne le permettrait pas. Le surlendemain, Strickland lui glissa discrètement un dossier. À l'intérieur, un rapport médical, un historique comportemental de Chase et surtout, une lettre écrite de la main d'un ancien maître chien décédé 2 ans plus tôt. Elle disait simplement « Si Chase vous choisit, vous êtes déjà sauvé. Protégez-le comme il vous a protégé. Il ne connaît rien d'autre que ça. » Mac referma le dossier. Il avait une décision à prendre. Et cette fois, il ne reculerait pas. La veille du transfert prévu, Mac se tenait à la fenêtre de la salle d'observation, regardant Chase dormir dans son box médicalisé. Le chien respirait doucement, la patte plâtrée posée sur une couverture, ses oreilles frémissant parfois comme s'il réagissait à un rêve lointain. L'endroit était propre, surveillé, mais impersonnel. Trop. Ce n'était pas un refuge, ce n'était pas un foyer. C'était une attente, suspendue entre la vie et l'oubli. Strickland entra sans frapper, tenant un petit sac de toile kaki. J'ai retrouvé ça dans l'un des anciens hangars de Ridge Hollow. C'était à lui. Il ouvrit le sac et en sortit un collier usé, une médaille rayée et une balle de caoutchouc. Le collier portait un nom effacé, rangé 07. C'était l'identité de Chase, du temps où il n'était qu'un numéro, un fichier parmi tant d'autres. Mais pour Mac, ce collier était plus qu'un souvenir. C'était une clé, un vestige d'un passé qu'on avait voulu enterrer mais qui refusait de mourir. « Ils viennent demain », dit Strickland. Une unité spéciale, pas celle des secours. Une autre, silencieuse, celle qu'on appelle quand on veut que quelque chose disparaisse. Mac serra les dents. Pas s'il est se protéger, pas s'il devient visible. Strickland le regarda en coin. « Tu veux dire médiatisé ?» Mac hocha la tête. « Exactement. » La même nuit, dans une chambre d'hôpital voisine, Elias travaillait sur son ordinateur portable. Il tapait à toute vitesse, scannant des documents, intégrant des extraits audio et des photos prises avec sa caméra frontale pendant la mission. Il prépara un montage de 10 minutes, brut, sans musique, sans effet. Juste la vérité, le combat, la fuite, Chase, la morsure, le hurlement et cette image figée du chien debout devant le corps de Thorne comme un gardien entre la vie et la mort. Au petit matin, Elias cliqua sur publier. La vidéo fut envoyée à 6 journalistes indépendants, 2 anciens vétérans blogueurs et un réseau de soutien animal connu pour faire pression sur les institutions. En moins d'1 heure, elle fut partagée sur un canal crypté, puis relayée par plusieurs comptes militants. À midi, Gazelle Save Chase était en tendance nationale. Quand Hargrave reçut l'appel de Washington, elle était déjà sur place observant Mac et Chase à travers une vitre sans teint. Elle ne montra aucune émotion en raccrochant. Puis elle soupira, croisa les bras et déclara au colonel Briggs « Trop tard, le pays a déjà choisi son camp. » Briggs explosa.
Ce chien est un résidu instable d'un projet militaire illégal. Il ne devrait même pas exister. Hargrave répondit calmement, et pourtant, il est là. Et maintenant, il a des avocats, des soutiens, et même une pétition citoyenne qui circule avec 10 000 signatures. Si vous le touchez, c'est vous qui deviendrez l'ennemi, pas lui. Le silence qui suivit fut plus éloquent que toutes les protestations. Dans la pièce voisine, Mac passa enfin la porte du box. Chase leva les yeux, reconnaissant. Mac s'agenouilla doucement à côté de lui. « T'as encore fait des vagues, hein, mon vieux ?» Il sortit le collier kaki, celui de l'unité Ranger, et le lui montra. Chase renifla l'objet. Puis il posa la tête dessus, comme si c'était la chose qu'il attendait depuis des années. « T'es plus un numéro maintenant, » murmura Mac. « T'es une voix, t'es une preuve, et moi, je serai celle qui t'empêchera de retomber dans le silence. » Plus tard, une conférence de presse improvisée fut organisée dans un hangar désaffecté. Hargrave prit la parole. Elle confirma que des irrégularités avaient été constatées dans l'ancien programme Horizon X, qu'une enquête serait ouverte, que des responsables seraient entendus, et surtout, que Chase serait désormais placé sous protection. En tant que témoin vivant et rescapé officiel, personne ne prononça le mot « héros », mais personne ne contesta qu'il le soit devenu. La dernière question vint d'un journaliste local. Il leva la main. « Où ira-t-il maintenant, ce chien ?» Max avança au micro, il regarda la foule, puis déclara simplement « Chez moi ». Le silence qui suivit fut brisé par une salve d'applaudissements. Ce jour-là, dans les montagnes enneigées de Silver Ridge, un ancien chien militaire boitillant fut escorté hors d'une base par 2 agents fédéraux, un vétérinaire et un homme qui l'avait sauvé. Les caméras filmèrent chaque pas, chaque regard, et quand ils passèrent en les grilles, Chase leva la tête. Il ne courait plus, il ne fuyait plus, il avançait, libre. Le retour de Chase dans la vie civile ne se fit pas sans friction. Pendant les premiers jours, tout semblait suspendu à ses réactions. Au moindre bruit fort, il se redressait d'un coup, les muscles bandés, les yeux cherchant un ennemi invisible. Quand une voiture démarrait trop vite dans la rue, il grognait, recroquevillé sous la table. Ce n'était pas de la peur, c'était un conditionnement. Une mémoire musculaire forgée par des années d'ordre, de cris, de missions impossibles. Mac, de son côté, avait transformé le garage de sa maison en une pièce à vivre pour le chien. Un vieux tapis, une radio allumée en continu et même un coussin qu'il avait trouvé dans une brocante avec une inscription brodée « You're not lost, just waiting ». Tu n'es pas perdu, juste en attente. Et c'était exactement ce que Chase semblait être, en attente d'un monde dans lequel il pourrait enfin poser les armes. Le vétérinaire local, Dr. Mitchell Klein, passa tous les 2 jours. Il observa la consolidation de la fracture, les saignements internes résorbés, mais ce qui l'étonna le plus, c'était les cicatrices neurologiques. Il a réappris à dormir sans se réveiller toutes les heures, dit-il à Mac un soir. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie qu'il commence à se sentir en sécurité. Et pour Chase, c'était déjà une victoire. Mais tout ne s'adoucit pas d'un coup. Une nuit, alors que Mac dormait profondément, un bruit de verre brisé résonna dans la maison. En un éclair, Chase bondit hors de son coin, traversa le couloir et défonça la porte du salon. Il ne trouva personne, seulement une fenêtre ouverte, une branche tombée à travers la vitre et l'alarme déclenchée par erreur. Pourtant, dans son esprit, ce n'était pas une branche, c'était un ennemi, une intrusion, un retour dans les ombres qu'il avait fui. Mac le retrouva dans la cuisine, en train de trembler, les pattes pleines de sang. Il s'était blessé sur un éclat, il n'aboyait pas. Il ne gémissait pas. Il attendait simplement l'ordre de continuer, comme s'il n'avait jamais quitté le terrain. Ce soir-là, Mac s'assit à côté de lui et resta là. Pendant des heures, en silence, juste à lui parler. De tout, de rien, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient survécu. Et Chase finit par poser sa tête sur le genou de son maître. Le combat s'apaisait, lentement. À l'extérieur, les choses bougeaient aussi. Elias lança un podcast intitulé « Le dernier rangé ». Il y invitait des vétérans, d'anciens dresseurs et même des chercheurs spécialisés dans le comportement canin militaire. L'un des premiers épisodes fit sensation. Il y racontait en détail l'opération dans la forêt, sans rien édulcorer. Il ne nommait pas les agents, ni les lieux exacts, mais le public comprenait. Et il réclamait justice. Pas seulement pour Chase, pour tous les autres, ceux qu'on avait envoyés, puis oubliés. Rapidement, une fondation fut créée, The Chase Initiative. Son objectif,
sauver, soigner et reclasser les anciens chiens militaires et policiers laissés pour compte. Les dons affluèrent, les témoignages aussi, et une vérité glaçante émergea peu à peu. Chase n'était pas un cas isolé. Il était le premier à avoir survécu et parlé à sa manière. Dans une interview, Mack résuma la situation ainsi. Ce qu'ils ont tenté de faire, c'est de créer l'obéissance parfaite. Ce qu'ils ont obtenu, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Un chien capable de dire non. Et ce non avait sauvé des vies. Une fois par semaine, Strickland rendait visite à Chase. Pas comme un médecin, comme un vieil ami. Il s'asseyait dans le jardin partageant le silence. Parfois, Strickland lui lisait des extraits de ses vieux dossiers. Il savait que Chase ne comprenait pas les mots, mais peut-être qu'il reconnaissait les noms, ou les silences entre les lignes. Un jour, alors que le soleil se couchait, Strickland demanda à Mack « Tu penses qu'il t'a choisi ou que tu lui as été assigné ?» Mack haussa les épaules « Je pense qu'on s'est trouvé. C'est pas pareil. » Et il avait raison. Chase n'avait pas été sauvé par un miracle, il avait été sauvé par un lien, un fil invisible tendu à travers la peur, la douleur, la neige et la nuit. Un fil qui avait tenu bon et qui tenait encore. 3 semaines après le retour de Chase à la vie civile, une convocation officielle fut déposée dans la boîte aux lettres de Mack Donovan. Une enveloppe beige, sans logo apparent, mais avec le sceau du Bureau fédéral de la défense intérieure. À l'intérieur, une injonction de comparution. Mack devait témoigner devant une commission parlementaire confidentielle. L'objet, évaluation des risques liés aux survivants d'anciens programmes militaires classifiés. En clair, il n'avait pas oublié. Et il n'avait pas l'intention de le laisser tranquille. Strickland fronça les sourcils en lisant le document. « C'est un piège. Ils veulent-tu t'acculer, te faire dire que Chase est instable, dangereux, que tu ne contrôles rien. » Mack resta silencieux, mais ses poings se serrèrent. Il savait, il s'y attendait. La convocation était pour le jeudi suivant. Pendant les jours qui suivirent, Elias l'aida à rassembler des preuves, des vidéos, des certificats médicaux, des évaluations comportementales. Chase avait passé plusieurs tests en présence de psychologues animaliers, tous concluant à un comportement stable, protecteur et surtout non agressif sans stimulation externe. Mais Mack savait que dans une salle fermée, sous la pression, même les meilleures preuves pouvaient être tordues. Le jour venu, la salle d'audience improvisée dans un bâtiment administratif anonyme de Seattle avait des allures de procès secret. Aucun média, aucun public, juste 7 personnes derrière une longue table et un micro devant lui. On lui demanda d'énoncer son nom, son grade, ses états de service. Puis les questions commencèrent. Froides, cliniques. Est-il vrai que Chase a été exposé à des situations de combat non réglementées? Est-il vrai qu'il a blessé des individus pendant l'opération dans la forêt? Êtes-vous sûr qu'il ne répond à aucun ordre codé actuellement actif? Mack répondit sans détour, chaque fois. Il cita des noms, des lieux. Il parla de Thorne, de Crayden, des expériences menées sous la direction du programme Horizon X. À un moment, un membre du comité tenta de l'interrompre. « Monsieur Donovan, nous parlons ici d'un animal, pas d'un soldat. » Mack répondit calmement, mais avec une intensité qui glaça la salle. « C'est là votre erreur. Chase n'a jamais été un simple animal. Vous l'avez traité comme une arme. Il a agi comme un soldat. Il a survécu comme un frère d'armes. Et aujourd'hui, vous voulez l'effacer comme un embarras. Mais il est encore debout, et il n'a rien oublié. » Silence. Puis la voix d'un des membres les plus âgés du comité, une femme que Mack n'avait jamais vue auparavant, prit la parole. « Vous comprenez, monsieur Donovan, que s'il devait y avoir un incident, même mineur, vous seriez tenu pour entièrement responsable ?» Mack hocha la tête. « J'assumerai tout, mais il n'y aura pas d'incident. Parce que ce chien est plus digne de confiance que la moitié des hommes que j'ai croisés dans ce service. » À la sortie, il retrouva Elias, Strickland et Chase, qui l'attendaient dans la voiture, regardant fixement la porte comme s'il savait que son sort se jouait là, entre ces murs. Le soir même, Elias reçut un appel d'un journaliste de guerre à la retraite, aujourd'hui consultant pour un grand média indépendant. Il voulait organiser une interview, pas de buzz, pas de montage, juste une discussion. L'homme, le chien et ce qu'on leur avait fait. Mack accepta. L'entretien fut diffusé 3 jours plus tard, en direct. Et il fit l'effet d'une détonation contrôlée. Le public découvrit Chase, non pas comme une bête sauvage ou un vestige militaire, mais comme un survivant calme, attentif, presque stoïque, allongé à côté de son maître pendant que Mack racontait ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. À la fin, l'animateur lui posa une seule question. « Et maintenant,
Que voulez-vous » Mac réfléchit une seconde, puis il répondit qu'on le laisse vivre, qu'on le laisse guérir, et si possible, qu'on l'écoute. Le lendemain, une nouvelle pétition franchit les 100 000 signatures. Mais dans l'ombre, certains commençaient à s'agiter. Le nom de Kyle Thorne refit surface dans un rapport de sécurité interne. D'anciens associés de Crayden étaient toujours introuvables. Et une rumeur, discrète mais persistante, circulait dans les milieux autorisés. Ce qui avait été activé chez Chase n'était peut-être pas unique. Un programme comme Horizon X ne laissait pas qu'un seul survivant. Et s'il y en avait d'autres, ils pourraient bien vouloir retrouver leur liberté aussi. 2 mois, jour pour jour après l'opération dans les montagnes de Timberlake, Mac reçut un appel codé de la superviseure Linda Hargrave. Sa voix était plus tendue que d'habitude, comme retenue entre 2 niveaux de classification. On a trouvé quelque chose, quelqu'un plutôt. Il n'eut pas besoin d'en entendre plus. 1 heure plus tard, il roulait sur une route de montagne, Chase sur le siège passager, silencieux mais alerte, le museau pointé vers l'horizon comme s'il savait où ils allaient. Ils retrouvèrent Hargrave dans une cabane de chasse reconvertie, entourée de pins. À l'intérieur, un homme, maigre, barbu, la main bandée. Il s'appelait Daniel Weiler, un ancien sous-traitant du programme Horizon X, disparu 2 ans plus tôt, présumé mort après un incident sur une base du Nouveau-Mexique. Mais il n'était pas mort, il s'était caché, et il avait des choses à dire. « Je ne m'attendais pas à survivre, dit-il, les yeux fixés sur Chase. Mais j'ai gardé ça. » Il tendit un petit disque dur en métal scellé dans une gaine étanche. Ce sont les schémas, les ordres, les modifications génétiques, les déclencheurs vocaux, tout. Hargrave le prit sans un mot, le glissa dans une mallette blindée. « Vous allez devoir témoigner. » Weiler secoua la tête. « Non, mais vous pouvez parler pour moi. » Et lui, il désigna Chase. Lui, il est la preuve vivante que ce qu'on a fait dépasse de loin tout ce qu'on avait imaginé. Pendant qu'ils échangeaient, Chase s'approcha doucement de Weiler. Il le renifla. Puis soudain, il grogna, profondément, lentement. Pas un réflexe, une mémoire. Weiler recula instinctivement. Il se souvient. De moi. Mac se plaça aussitôt entre eux. « Tu l'as entraîné ?» demanda-t-il. Weiler baissa les yeux. « Non, j'étais chargé de le déprogrammer. Ou de le neutraliser. » Silence. Mac ne dit rien. Il posa simplement une main sur la tête de Chase, qui s'apaisa peu à peu. Mais l'alerte était là, toujours présente, comme une fracture ancienne qu'on pensait guérie. Hargrave ordonna le transfert immédiat de Weiler dans une zone sécurisée. Son témoignage, combiné aux données du disque, ouvrit une brèche. En moins de 10 jours, une commission fédérale spéciale fut formée. Et pour la première fois, les archives du programme Horizon X furent partiellement déclassifiées. Pas tout, mais assez pour que le public comprenne, des dizaines de chiens dressés pour tuer, pour obéir sans condition, avaient été déployés sur le territoire américain, et certains étaient toujours portés disparus. Le tollé médiatique fut immédiat, mais ce qui changea la donne, ce ne fut pas un article ou un rapport, ce fut une vidéo, tournée dans un refuge vétérinaire de l'Oregon. Une bénévole, filmant une portée abandonnée, montra accidentellement un chien en arrière-plan, grand, silencieux, un berger allemand presque identique à Chase, mais avec une cicatrice blanche au-dessus de l'œil gauche. Elias reconnut le chien, et Chase aussi. Lorsqu'ils revirent les images ensemble, Chase se leva lentement. Il posa une patte sur l'écran, grognement, mais pas de menace. Une sorte de mélancolie, comme un frère d'armes retrouvé après des années. Le chien de la vidéo s'appelait Ghost, c'était son nom de code. Et selon les anciens fichiers de Weiler, Ghost était l'un des premiers du programme, un prototype, un modèle de loyauté. Jusqu'au jour où il avait disparu après une mission dans le Nevada. Déclaré mort, encore un. Mac regarda Elias. Il faut aller le chercher. Et ils partirent. Le refuge était sobre, modeste, tenu par une femme du nom de Maggie Ray, ancienne technicienne de laboratoire reconvertie en sauveteuse de chiens abandonnés. Elle ne savait pas qui était Ghost. Elle l'avait trouvé au bord d'une route, affamé, blessé, sans collier. Mais elle avait tout de suite su qu'il n'était pas ordinaire. Lorsque Chase et Ghost se virent, ce ne fut pas une explosion, pas un combat, juste un contact. 2 survivants, 2 mémoires vives. Ils tournèrent l'un autour de l'autre, lentement, puis se reniflèrent. Et Ghost s'assit, droit, immobile, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. Mac proposa de l'adopter, mais Maggie refusa. Il a choisi de rester ici, et elle avait raison. Ghost n'était pas fait pour la route. Il avait trouvé une paix que Chase cherchait encore.
Mais cette rencontre, filmée, partagée, commentée des millions de fois, marqua un tournant. Pour la première fois, l'opinion publique cessa de voir ces chiens comme des expériences militaires ratées ou des reliques de guerre. Ils devenaient autre chose, des témoins, des victimes et parfois des héros. Le printemps arriva sur Silver Ridge avec une douceur inattendue. Les montagnes, encore nappées de brume à l'aube, laissaient peu à peu apparaître leurs flancs boisés et le vent qui descendait des cimes n'était plus aussi mordant. Chase passait de plus en plus de temps dehors, dans le grand champ derrière la maison. Il ne courait pas vraiment, sa patte blessée l'obligeait à boiter légèrement, mais il avançait, nez au sol, oreilles mobiles, traçant des chemins invisibles à travers les herbes hautes. Mac le suivait souvent à distance. Parfois avec un café à la main, parfois juste avec le silence. Il n'avait plus besoin de parler autant. Leur lien n'était plus celui de la survie, mais de la confiance, de la continuité, de ce que l'on appelle, quand on a manqué de tout, une famille. Elias continuait de documenter leur histoire. Son podcast avait dépassé le 1 million d'écoutes et un documentaire était en cours de production. Mais plus que les chiffres, c'était l'écho humain qui le touchait. Des anciens soldats l'écrivaient, des familles, des éducateurs canins, même des enfants. « Chase m'a aidé à ne plus avoir peur des cauchemars », écrivait un garçon de 7 ans. Ou encore « Je n'ai jamais eu de chien, mais maintenant je comprends ce que ça signifie ». Un jour, un paquet anonyme fut livré à la maison. À l'intérieur, une plaque d'identification militaire, 2 photos anciennes et une note « Merci de l'avoir ramené. Pour nous tous ». La plaque appartenait à un chien nommé Echo, disparu en opération 10 ans plus tôt. Sur la photo, un groupe d'hommes, en uniforme, accroupis à côté de plusieurs bergers allemands. L'un d'eux, en arrière-plan, portait un regard presque identique à celui de Chase. Mac la fit encadrer et l'accrocha dans l'entrée, juste au-dessus du collier kaki de Chase. La mémoire avait sa place désormais. Mais la vraie surprise vint quelques semaines plus tard. Un matin, alors que Mac coupait du bois près du hangar, Chase aboya 3 fois. Un signal qu'il n'avait plus utilisé depuis Timberlake. Quand Mac se retourna, il vit une silhouette s'approcher à travers la brume. Une femme, la quarantaine, tenue militaire décontractée, cicatrice visible à la tempe. Elle leva les mains en signe de paix. Chase ne grogna pas. Il s'avança même vers elle, curieusement calme. Elle s'agenouilla, tendit la main, et le chien posa son front contre le sien. « Je m'appelle Sarah Knox », dit-elle à Mac. « J'étais responsable du groupe Ecosept. Chase faisait partie de mon unité. Pendant 1 heure, ils parlèrent de l'unité dissoute, des missions fantômes, des chiens envoyés puis effacés. Elle pensait que Chase était mort depuis longtemps. Mais quand elle avait vu son visage dans une vidéo virale, elle avait tout laissé derrière elle. Elle était venue sans prévenir, pour s'excuser, pour comprendre, et surtout pour lui dire qu'il n'était pas seul. Chase l'écouta à sa manière, en restant là, à côté d'elle, immobile, présent. Elle repartit le soir même. Elle n'était pas venue pour rester, juste pour rendre un hommage vivant. Et elle laissa, dans une boîte en fer, une copie complète de leurs anciennes missions, classée, annotée. Peut-être qu'un jour, dit-elle à Mac, vous saurez quoi en faire. Le soir venu, Mac s'assit sur le porche. Chase vint se coucher à ses pieds. Le vent soufflait doucement dans les pins. La lumière était dorée, calme. Il regarda le chien et murmura « Tu sais que t'as changé des vies, hein, pas seulement la mienne. » Chase leva la tête. Un battement de queue, un regard, rien de spectaculaire, juste cette chose rare et précieuse qu'on appelle la paix. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Pas dans le bruit, pas dans les honneurs, mais dans la dignité silencieuse de ceux qui ont combattu, perdu et survécu. Chase ne portait plus d'insigne, plus de collier de guerre, mais il portait autre chose, une vérité, un héritage, car au fond, il n'était pas seulement un chien revenu d'entre les morts. Il était la mémoire vivante d'un combat que personne n'avait voulu raconter. Et désormais, tout le monde l'écoutait.